Salut les Corbax. J'observe, j'analyse, je mémorise et j'apprends pour ensuite désapprendre. Mettre à jour ce logiciel qui expérimente cette vie, ce monde qui nous entoure et nous couvre dans ses bras pour qu'on l'embrasse à notre tour. Pour se nourrir, se développer et croître vers l'avenir d'une histoire qui se transmet et se répétera au fil des temps. Installez-vous confortablement, j'aimerais vous conter une histoire. Par définition, l'apprentissage consiste à acquérir ou à modifier une représentation d'un environnement de façon à permettre avec celui-ci des interactions ou des relations efficaces ou de plus en plus efficaces. L'apprentissage serait donc notre capacité d'adaptation à un environnement pour mieux l'appréhender et le faire sien. Ah, aujourd'hui c'est sur l'apprentissage, ça me parle, je valide. Merci de ton soutien, même si ton approbation reste, secondaire. Mais bienvenue à toi. Ah, ce ton condescendant, hein, ça me manquait. Ne le prends pas comme ça, je te taquine et puis je suis sûr que tes remarques seront d'une grande aide. Poursuivons. Comment l'apprentissage fonctionne est un sujet passionnant, puisque c'est grâce à ce mécanisme que nous évoluons dans le monde. C'est grâce à lui que nous passons de l'inconnu vers le connu. Et ce qui nous paraissait difficile devient au fil du temps plus facile. C'est extraordinaire, n'est-ce pas? Mais bien évidemment, chacun a un rapport à l'apprentissage différent en fonction des domaines, des expériences de vie ou bien de l'âge. D'ailleurs, qu'en est-il du mécanisme de l'apprentissage chez les plus jeunes? L'apprentissage juvénile. Le centre de recherche Neurospin, dont le fondateur est Stanislas Dehaene, un neuropsychologue français, nous dit que le cerveau des nouveau-nés n'est pas une page vierge qui viendrait se remplir à partir de la naissance. Contrairement à ce qu'on peut croire, le cerveau des bébés est déjà structuré pour apprendre et a déjà des noyaux de connaissances. Par exemple, après une expérience sur des bébés de 2 mois effectuée par Neurospin, de manière tout à fait éthique bien sûr, ils ont pu analyser grâce à un IRM que les parties du cerveau correspondant à l'apprentissage du langage étaient déjà parfaitement en place et savaient déjà déchiffrer de manière complexe des informations. Ils ont aussi découvert que le nouveau-né enregistre très rapidement des mots de la langue française tels que le, la, les, etc., sachant que ce qui va suivre ces articles sont des noms. Ils vont donc découvrir par répétition qu'ils sont ceux des objets qui les entourent. J'ai toujours été surpris par le regard des bébés sur le monde et leur manière d'observer les choses. Oui, c'est assez fascinant, c'est vrai. D'ailleurs, au-delà des lettres et des mots, savais-tu qu'il existait des proto-mathématiques chez les nourrissons? Des proto-mathématiques? Oui, chez les nourrissons, on observe déjà une reconnaissance de certains petits nombres. Par exemple, la différence entre 2, 4, voire 6, sans avoir le mot du nombre, avec quelques erreurs bien sûr, ce sont des enfants, mais par regroupement d'objets, ils voient déjà des différences. On observe en effet que lorsque l'on montre par exemple 5 objets animés à un bébé, puis qu'on les cache d'un côté, qu'on fasse apparaître par la suite 5 nouveaux objets identiques, qu'on cache à leur tour au même endroit, et qu'au final lorsqu'on découvre tous les objets présents, il n'y en a que 5 au lieu de 10 normalement. Le bébé sera surpris et comprendra qu'il y a quelque chose qui cloche. Cette expérience est analysée en fonction de la durée du regard de l'enfant sur l'événement. Plus la durée du regard est longue, plus on observe que l'enfant comprend qu'il y a une erreur. Le cerveau du nourrisson a donc déjà certaines notions mathématiques en lui. Bien entendu, au-delà des petits chiffres, c'est grâce ensuite à l'éducation que le jeune enfant apprend à compter. C'est de tout cela que tu parlais quand tu disais noyau de connaissances en fait? Oui, en partie. Pour schématiser, c'est comme si le bébé avait déjà un système d'exploitation avec quelques drivers de base afin d'appréhender le monde. En effet, ces noyaux de connaissances servent déjà à faire la différence, par exemple, entre ce qui est animé ou pas, avoir une certaine notion de l'espace qui l'entoure, etc. Ces noyaux ensuite se renforcent et se développent par l'éducation. L'inné est donc à prendre en considération tout comme l'acquis dans le processus d'apprentissage. Ce qui est important de savoir, c'est que dès le plus jeune âge, l'enfant a déjà des algorithmes prédéfinis dans son cerveau pour capter et traiter les informations extérieures.
Le neuropsychologue Stanislas Dehaene parle même de bébé statisticien. En effet, dès notre petite enfance, on observe que nous faisons déjà des hypothèses sur le monde et nous avons besoin de tester ces hypothèses pour évoluer. La notion d'essai et erreur est donc primordiale dans l'apprentissage. Qu'est-ce qui t'arrive ? Non, je m'imaginais un bébé genre dans les bureaux de l'INSEE avec sa petite calculatrice faire des stats en fait. Ok, je peux continuer du coup ? L'erreur, un fondement de l'apprentissage. D'après la dialectique du philosophe Hegel, faire l'expérience de la contradiction nous amène à nous rapprocher de nous-mêmes. L'erreur étant un processus normal et inévitable pour se rapprocher un peu plus de la vérité. L'erreur fait donc partie de la vérité selon le philosophe. Profond. Ça me fait penser, tu te souviens de ce mec qui faisait des études de management un peu par dépit car il fallait bien trouver quelque chose à faire, mais que ce n'était clairement pas ce qui lui convenait. Et si sur le coup, il a trouvé que ces 2 années étaient catastrophiques, voire inutiles sur certains points, il a compris à travers cette expérience ce qu'il ne voulait pas faire et vers quoi réellement il voulait tendre. Ce qui lui a amené ensuite à faire des choix encore plus intéressants. Oui, je me souviens. Tu vois, je te l'avais dit que tu allais être pertinent. T'es bête. Pour revenir à cette notion de bébé statisticien qui teste ses hypothèses par l'essai, les neurosciences confirment que le cerveau se sert de messages d'erreur pour mettre à jour ses représentations mentales. L'essai et l'erreur sont donc le schéma normal d'apprentissage de notre cerveau. Nous testons constamment des hypothèses sur le monde pour affûter notre cartographie de celui-ci. Apprendre, c'est donc désapprendre. La plus grande erreur serait de confondre l'erreur avec la sanction, que nous pouvons hélas retrouver dans l'éducation par exemple, qui prône la sanction par de mauvaises notes. Le philosophe français et romancier Charles Pépin, qui répond à la question « Pourquoi faut-il changer de regard sur l'échec ?», nous dit « Parce que nous en avons une vision culpabilisante, qui nous nuit, entrave notre audace et notre capacité à rebondir. Rater, c'est être un raté. Nous avons cette fâcheuse tendance à essentialiser nos échecs, à nous identifier à eux. Nous confondons alors l'échec de notre projet et celui de notre personne. Changer de regard sur l'échec, c'est voir l'échec comme une expérience plus que comme une humiliation, comme la possibilité d'une bifurcation existentielle ou d'un gain en compétences, comme une chance aussi de s'arrêter dans nos vies trop hâtives et de s'interroger sur son désir. Le succès a parfois un coût, il arrive même qu'il nous enferme dans une voie qui ne nous correspond pas. Apprendre de ses erreurs est donc fondamental. S'autoriser à se tromper parce que l'erreur est indissociable de l'apprentissage est essentiel. Bien sûr, il ne s'agit pas de se réfugier dans l'erreur par paresse ou par conformisme, car cela ne nous fera pas évoluer. Mais plutôt s'autoriser à se tromper pour faire vivre notre audace et notre singularité pour s'améliorer. L'apprentissage, un cycle qui se répète. Nous savons pertinemment que c'est en forgeant que nous devenons forgerons. La clé de l'apprentissage est donc la répétition. Mais répéter une action pour l'apprendre demande une attention particulière. Nous savons que le sommeil et une bonne hygiène de vie est indispensable pour bien intégrer nos apprentissages. Nous savons également que la surstimulation pour apprendre n'est pas productif et peut baisser notre attention. Par exemple, lorsqu'on est dans une salle de classe avec beaucoup trop d'images affichées, ou bien lorsqu'on souhaite faire trop de choses à la fois, sauf si l'une des tâches est devenue routinière et automatique pour nous. Alors il nous est possible de faire autre chose à la fois. Mais lorsque ce n'est pas le cas, alors notre focus se retrouve défectueux et il nous est difficile d'apprendre. Par exemple, si un enfant lors d'un problème mathématique doit compléter un texte à trous par des nombres, mais que celui-ci est dyslexique, alors il se focalisera d'abord sur son problème de lecture et aura du mal à apprendre ses maths. Il est donc important de s'attaquer à une action à la fois pour l'intégrer. Bien, maintenant que nous savons ça, il faut savoir que l'apprentissage a son propre cycle qui se répète à chaque fois que nous souhaitons apprendre une nouvelle chose. Il se découpe à chaque fois en 4 étapes. Partons de l'exemple d'une personne qui souhaite apprendre à conduire. Tout d'abord, le cycle débute toujours par une certaine découverte un peu naïve de la notion.
On se fait une idée de ce que c'est conduire parce qu'on voit les autres le faire. On se voit déjà en train de conduire alors qu'on ne sait pas le faire. On appelle cette étape l'incompétence inconsciente. Je ne sais pas que je ne sais pas. Puis si on est amené à expérimenter ce qu'on souhaite apprendre, la conduite dans ce cas-là, et qu'on remarque quand on voit tous les boutons et mécanismes pour conduire que ça risque d'être un peu plus difficile que ce qu'on s'imaginait, on rentre alors dans l'étape de l'incompétence consciente. Je sais que je ne sais pas. L'incompétence consciente est une période de frustration et de doute. C'est à ce moment-là qu'on se pose la question si c'est fait pour nous ou non. Et si nous allons prendre le choix de débloquer cette compétence. Si je choisis de poursuivre et de progresser pour débloquer cette compétence de conduite ici, alors je vais devoir mettre des actions en place pour la débloquer. Je vais donc faire preuve de répétition et de vigilance sur mes actions pour conduire. Ok, je dois d'abord embrayer, puis passer la première, regarder mes rétros, etc. On appelle cette étape la compétence consciente. Je sais que je dois savoir. À ce niveau, notre conscience doit se focaliser et se concentrer sur chaque action pour ne pas perdre le contrôle. Il y a donc une notion d'effort pour ne pas perdre la compétence. Puis, à force de persévérance et de répétition, on sait conduire et nos actions deviennent automatiques. On ne sait plus qu'on sait, on le fait naturellement. J'écoute de la musique en même temps que je conduis ou je discute avec l'un des passagers. On appelle cette dernière étape la compétence inconsciente. Nos compétences inconscientes deviennent alors nos habitudes. C'est toutes ces briques en arrière-plan qui nous suivent tout au long de notre vie qui viennent s'ajouter à notre système pour persévérer dans le monde. Certaines se mettent à jour, quand d'autres restent profondément ancrées comme des piliers. Et si ce que j'apprends me définit, alors quelles graines je souhaite voir germer dans mon jardin intérieur. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je sais que l'apprentissage c'est un thème très vaste et que c'est très difficile de tout voir. Donc si ce sujet vous tient à cœur, n'hésitez pas à le mettre en commentaire et je pourrai faire d'autres vidéos dessus. Merci à tous, ciao et à la prochaine pour de nouvelles graines.